C'était des décalages de 5 000 €, 10 000 €, 15 000 €. Je vois qu'on dépasse les 6 chiffres d'impayés. Donc plus de 100 000 € dehors. C'est là où j'ai commencé à mettre en place des actions par rapport aux clients qui étaient de mauvaise foi. Et pourquoi vous ne l'avez pas mis en place avant? J'avoue que j'étais tellement dans l'urgence du quotidien, dans une situation qui était complètement nouvelle, avec un stress qui était tellement élevé, que j'ai un peu un blackout sur comment j'ai vécu tout ça. En fait, les clients se sentaient arnaqués, entre guillemets, par rapport au décalage de la vente et de la livraison. Je n'avais pas conscience de ça parce que mon ancien associé était le sales de la boîte. Mais c'est tellement précieux ce que tu partages parce que quand tu as des associés aussi, chacun est responsable d'un pôle, donc t'oses espérer que la personne qui fait le job sur son pôle le fait comme il faut. Si là tu devais recommencer par exemple. Déjà, plus d'associés, un business basé sur le moins d'humain possible et que je peux run limite en solopreneur ou avec quelques freelances. C'est ultra rentable. Voilà, exact. Mon mois record en chiffre d'affaires c'était 180 000 je crois. Je préfère faire 20K net sur 25K de chiffre d'affaires que 180K à 180K de charge. Les impayés explosent. C'est devenu un véritable fléau pour les entreprises. Je suis Pauline Thibout, anciennement huissier de justice, fondatrice de En Business Soyons Cash et hôte de ce podcast. Depuis 12 ans, j'évolue dans le milieu du recouvrement et je vois au quotidien des chefs d'entreprise qui subissent des impayés avec tous les dégâts que ça engendre. Certaines ne résistent pas. Dans une période où les défaillances d'entreprises atteignent des niveaux records, il devient absolument primordial de se prémunir contre le risque client. Avec ce podcast, ma vocation est d'éveiller les consciences des dirigeants d'entreprise sur ce sujet crucial et de partager des bonnes pratiques pour éviter les impayés et développer sereinement son entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric de Saint-Jean, directeur marketing chez Entrepreneurs.com. Avant de rejoindre l'aventure Entrepreneurs.com, Cédric a créé, développé et dirigé son entreprise, une agence de marketing et de social media. Il a vécu une très forte croissance puisqu'il a dépassé le 1 million d'euros en 3 ans. Malheureusement, son entreprise n'a pas résisté à la croissance et il a dû déposer le bilan au printemps 2025. Il revient aujourd'hui sur cette expérience pour nous partager ses apprentissages et pour en tirer des leçons qui pourront servir à tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent. Cédric, bienvenue sur le podcast En Business Soyons Cash. Merci pour l'accueil, Pauline. Je suis vraiment très contente de t'accueillir aujourd'hui. On a un historique ensemble qui n'est pas direct, mais j'ai été cliente de ton agence marketing qui s'appelait donc Numadeo en 2024, fin 2024, en septembre en fait. C'est ce qui a permis à mon alternant à l'époque de prendre ses marques, d'être formé sur la stratégie marketing, la communication et de lancer notamment le podcast. Donc c'est rigolo. Il est devenu bon ou pas? Ouais, il est devenu bon. Franchement, va. C'était bien. Et surtout, ça nous a mis sur rail sur la stratégie de communication. Donc, c'est chouette pour moi que tu viennes du coup comme invité sur le podcast, alors que ton agence nous a permis aussi de lancer toute la stratégie autour. Donc, je suis ravie. Un plaisir. On va essayer d'apporter un maximum de valeur du coup à l'audience. On va y arriver. Je pense que ça va être un épisode vraiment plein d'apprentissages. J'ai également été cliente chez Entrepreneurs.com que tu rejoins maintenant, donc tu vois, c'est rigolo. Et nous, on est bientôt clients chez Capricorn. J'espère pas pour les impayés, mais bon, il y a peut-être des choses à faire ensemble plus tard, on verra. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ton parcours. T'es originaire d'Alsace, d'une famille modeste, pas particulièrement dans l'entrepreneuriat d'ailleurs. Pas du tout, non. Pas du tout. Salarié. T'as suivi un cursus, on va dire, d'études classiques, DUT dans le commerce. Et en parallèle de ça, autodidacte dans la vidéo, à travers le sport notamment. Exact. Où tu as commencé à faire des montages vidéo pour inspirer un petit peu les personnes qui pratiquaient aussi. Ton talent a été repéré, on peut le dire comme ça. Et tu t'es lancé finalement dans la vidéo en activité principale. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a motivé à devenir entrepreneur? Est-ce que tu t'es dit un matin, je vais être entrepreneur? Ou est-ce que finalement, tu vois, c'est au fil de l'eau que tu as commencé à prendre cette voie-là? Et pourquoi? Qu'est-ce qui t'a guidé vers cette voie? Ouais, tu t'es bien renseigné, effectivement. C'est un peu ça ce qui s'est passé en 2018 à peu près. Donc, j'avais à cette époque-là 20 ans. En fait, j'étais en alternance à ce moment-là pendant les 2 années précédentes dans une boîte où j'étais commercial, une boîte qui vendait des logiciels de gestion pour les mairies. Et donc, pas fun du tout, vendre des logiciels de cimetière, des logiciels d'état civil, des logiciels comme ça. Et j'étais une personne très introvertie, timide à ce moment-là. C'est là où je me suis enfermé justement dans le sport et où en fait le premier jour de mon alternance, je me souviens très bien,
Le dirigeant de TPE me met devant un fichier Excel, me donne un téléphone et me dit prospect. Donc je raconte Allez. cette anecdote assez souvent, c'est que je n'osais même pas prendre rendez-vous chez le coiffeur par téléphone. Donc voilà, ça m'a mis dans le bain direct et donc forcément je détestais mon alternance et j'avais pas le choix parce que j'étais quelqu'un de timide et donc c'était la seule solution que j'ai eue en entretien qui m'ont accepté. D'ailleurs, j'ai su que j'étais la troisième roue du carrosse parce que les autres avaient refusé le T'avais pas job. voulu le prendre. Mais bon, ça construit du coup ton expérience professionnelle. Et donc suite à ça, ça m'a permis de me forger un caractère, ça m'a permis de savoir ce que j'aime, ce que j'aimais pas. Et donc ces 2 ans, je les ai subis. Et c'est là où j'ai essayé de trouver des solutions concrètement pour sortir de ce quotidien-là. C'est où j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat en ligne. C'était 2016-2017 et où j'ai commencé à regarder sur les réseaux sociaux les Cédric Anissette, Franck Nicolas, Alec Henry, toutes ces personnes-là qui commençaient déjà à créer du contenu et qui avaient, pour moi, compris quelque chose que je n'avais pas compris pour sortir justement du salariat classique. Et donc, en parallèle de ça, ben, je me suis enfermé dans la musculation. J'ai commencé à développer mes skills de montage vidéo parce que je faisais des vidéos autour de cette thématique-là. Et tout simplement, vu que j'étais dans des groupes Facebook d'entrepreneurs en ligne, à un moment, il y a quelqu'un qui pose une annonce, je cherche un monteur vidéo pour un entrepreneur pour YouTube. Et par hasard, je postule, je dis OK, moi je sais faire, mais j'avais jamais pensé avant à monétiser cette Mm. compétence-là, je le faisais pour moi. Donc on fait un test, il me dit OK, ben c'est nickel, moi je suis chaud de bosser avec toi. Par contre, il faut que tu te déclares pour qu'on bosse ensemble. Et donc c'est là où j'étais obligé de déclarer du coup mon activité, de Mm. créer une auto-entreprise en juillet 2018 pour commencer à facturer et donc Ok. faire de l'argent sur Internet. Et c'était à l'époque 15 € la vidéo YouTube, c'était des trucs vraiment Ah, c'était la belle époque. très très bas. Et donc ouais, c'était une belle époque pour les clients, C'est ça, pas pas pour pour tout les le monde. monteurs. Mais ouais, j'étais du coup dans ma chambre chez mes parents en train de faire des montages vidéo après le taf, après la salle, après l'école, enfin après les études. Et c'est comme ça que j'ai commencé à entreprendre. Et donc l'avantage que j'ai eu, c'est que je mangeais toute la journée des vidéos d'entrepreneurs parce que je montais pour les entrepreneurs en ligne qui m'avaient motivé à faire ça. Et donc petit à petit, j'ai agrandi mon portefeuille client et je suis monté à des 200, 300, 400 € par mois sur du montage vidéo en parallèle de mes études et de mon alternance. Ok, donc c'est vraiment l'opportunité finalement euh, d'avoir cette proposition qui derrière t'a fait t'immatriculer Ouais, sur ton activité et qui t'a fait exactement. Et c'est le derrière mettre le pied à voisin l'étrier, de quoi. mon ex qui était comptable qui me l'a fait gratuitement. Ah bah voilà, bah non mais il faut toujours les bons plans quand Ouais, on démarre, c'est important, c'était c'est concours de important. circonstances, mais Euh, donc ensuite ça s'est développé, bien évidemment. Euh, Tu as commencé à collaborer avec quand même des beaux noms dans l'entrepreneuriat, des personnes avec déjà une certaine notoriété que tu as pu accompagner. Tu as croisé la route du coup finalement de Alec Henry aussi. Et c'est là où vous avez commencé l'aventure Numadeo, entre guillemets, telle qu'on l'a mhm, connue sur les dernières années. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette étape ouais, de comment est-ce que vous êtes arrivé derrière à changer d'échelle finalement au niveau de l'entreprise, puisqu'on se doute bien mhm. qu'ensuite, on n'était plus dans la même dimension que de l'auto-entrepreneuriat. C'est clair, c'est clair. Ben, du coup, pendant 2 ans, de 2018 à 2020, je fais ça en parallèle de mes études et de mon alternance. Je rentre chez Decathlon. C'est là aussi je peux construire ma confiance en moi parce que tu es au contact du client au quotidien et tu es obligé d'être social, etc. Donc, je continue à faire mes 500 €, 600 € par mois. Et en 2020, j'avais toujours cette frustration d'être dans un job salarié, de me dire, OK, tu bosses 50 à X pourcentage d'augmentation et donc tu peux pas. Ma première motivation, c'est vraiment l'argent. C'est parce que je suis issu d'une famille très modeste, j'ai jamais manqué de rien, mais on n'a jamais été, ça n'a jamais été incroyable. Et donc, ma première motivation, et ça l'est toujours, c'est l'argent. Et donc, je me disais, OK, si je veux faire plus d'argent rapidement, c'est pas en restant dans le schéma que je suis actuellement. Mm. Et donc, j'ai rationnellement fait un choix en 2020 où je me disais, OK, je passe tant d'heures par semaine sur mon auto-entreprise, je fais tant d'argent. Je passe tant d'heures dans mon job, je fais tant d'argent. Si je passe le même temps sur mon auto-entreprise, je ferai beaucoup plus d'argent. Donc, c'est là où je décide de drop out, c'est-à-dire de, de poser ma démission sur Decathlon et de quitter mon master, tout simplement.
Ah, t'es pas allé au bout du master, tu l'as Non, arrêté et tu j'ai commences fait dans ta boîte, quoi. 8 mois de master 1, quoi. Ok, Donc j'ai drop out. C'était pendant le confinement. C'était ok. juste avant le confinement que j'annonce ça. Et donc à la fin du confinement, voilà, fin de la période de préavis. Et donc en juillet 2020 exactement, c'est là où je suis lâché tout seul, du Ok. coup en auto-entrepreneur. L'avantage de vivre encore chez mes parents, donc pas de charge, c'était le meilleur moment pour me lancer et tester quelque chose. Et c'est à ce moment-là où je commence à tout simplement prospecter toute la scène entrepreneuriale française autour de la vidéo, du social media, etc. Et donc je prospecte toutes les semaines, je relance et je commence à avoir des petits points de contact avec des profils. Et c'est ce qui me permet déjà en un mois, je passe de 500, 600 euros par mois à 3000 euros par mois. Donc j'ai déjà triplé mon salaire alternance en un mois. Et c'est exponentiel jusqu'à novembre, où novembre, j'ai mon mois record en tant que solopreneur à 13 000, 14 000 euros par mois. Et donc, j'explose les plafonds de société, etc. Donc, TVA, etc. Là, je fais le tour des comptables de ma ville. Je vois que tous les plans qu'ils me proposent avec les schémas SARL, SASU, je me fais déchirer. Donc, je me dis, OK, on va temporiser un peu. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas se faire déchirer. Et moi, j'ai aucune attache avec la France. Et donc, c'est là où l'opportunité Alec Henry se présente. J'avais un ami avec qui je collaborais qui était aussi monteur vidéo, qui avait aussi une agence qui travaillait pour Alec, qui s'appelle Alexandre, et qui me propose de me joindre à lui pour une opération qui était une production sur 3 semaines chez Alec. Justement, il avait besoin de renfort. Et c'est du coup en janvier 2021 que je rencontre Alec et que je vais chez lui pendant 2, 3 semaines pour faire cette production-là. Et à la fin de ces 2 semaines, il me fait tout simplement une proposition d'association en me disant, ben écoute, nous dans notre écosystème, on a besoin d'une boîte de prod, d'une boîte social media avec tous les clients qu'on a. C'est un besoin hyper récurrent, même pour nous, nos propres productions, on tourne tout le temps. Donc on a besoin d'avoir une boîte dans notre écosystème. Et du coup, moi, j'étais très rookie à cette époque-là, aucune maturité entrepreneuriale. Ça faisait 6 mois que j'étais entrepreneur, je fais des chiffres de dingue, et on me propose de m'associer à Londres dans une boîte avec des avantages fiscaux et de joindre l'un des top 1 entrepreneurs sur la scène entrepreneuriale. Donc gros chamboulement, gros déclic, et ben 3, 4 semaines après, j'accepte, et c'est là où on s'associe avec Alexandre, Alec, Amine et moi sur cette boîte-là à Londres. Je passe quelques mois avec Alec, du coup, à Londres chez lui pour justement scale. Et en 3 mois, on passe de 10K par mois à 50K par mois. Et donc là, pareil, ben, t'apprends dans le dur à déléguer, créer des process, Ouais. recruter, ne plus monter toi-même, ne plus tourner toi-même. Et donc, c'était un réel enjeu de satisfaction client et de prise de maturité business que d'être forcé, en fait, à cause de ton volume client, de Mm. devoir déléguer, créer des process. Donc, j'apprends tout ça sur le tas avec Alec et Amine qui nous accompagnent justement sur tous ces éléments. Et donc, où bien évidemment, au début, tu fais des erreurs, tu as un peu moins de qualité de livraison client et tu avances petit à petit. Donc, on a eu un palier pendant plusieurs mois à 50 000 euros par mois à peu près, et où on voyageait partout, on tournait pour tout le monde, on faisait montage, on gérait tous les réseaux sociaux, enfin surtout YouTube à cette époque-là. Et voilà, où je recrute mes premiers freelances, premier monteur vidéo, premier community manager, première croyance qui pète, où tu te dis non, tu peux pas déléguer parce que tu es le meilleur. Mais en fait, si tu es obligé parce que sinon tu peux pas grandir. Donc voilà à peu près où on en est. Je sais pas si ça répond à ta Ouais, question. super. Parce que là, on va commencer du coup à rentrer dans le vif du sujet de ces fameux challenges Mhm. de la croissance. Parce qu'en Ouais. fait, c'est ça dont on parle. Hein. Comme tu l'as dit, il faut déléguer, il y a le delivery, la gestion, le pilotage, etc. Il y a énormément de choses en fait qui se mettent en route en parallèle Mhm. et il faut savoir tout contrôler et tu n'es pas de base formé Mhm. pour la gestion d'entreprise, pour l'entrepreneuriat, etc. Donc, tu as appris vraiment, tu vois, sur le tas. C'est ça qui est Yes. intéressant. Et j'insiste là-dessus parce que dans la majorité, moi, des dirigeants d'entreprise que je vais rencontrer, c'est des personnes qui sont très bonnes dans leur cœur de métier, qui du coup développent une entreprise autour de leur cœur de métier. Ça fonctionne, ils ont des clients exactement comme toi Mhm. et un coup peut-être une opportunité d'association ou un investisseur ou ils se disent finalement je vais monter en puissance et je vais recruter le font parce qu'ils ont les clients, ils sont toujours capables de délivrer. Et puis, en fait, au bout d'un moment, ben, pris dans cette énergie, continue à avancer. C'est grisant en plus, Mhm. c'est challengeant. C'est des personnes qui prennent des risques
enfin, je pense que ça fait partie de l'ADN d'un entrepreneur de toute façon, mais qui pour autant n'ont pas toutes les armes et toutes les connaissances et les compétences pour éviter des pièges qui peuvent être des pièges finalement, qui sont des pièges finalement classiques et connus, mais que quand on ne les connaît pas et qu'on ne sait pas que ça va arriver ni quand ça va arriver, on peut se prendre les pieds dedans et ça peut faire mal. Et malheureusement, c'est aussi ce qui s'est passé. Donc, c'est ça qui va être intéressant de creuser du coup au cours de notre échange. Est-ce que tu te souviens quand même peut-être à un moment donné dans cette ascension, un moment où tu as pu douter? Ou est-ce que pour toi, c'était bien sûr qu'on va y arriver? Tous les jours. Genre, on doute de rien, tu vois, genre on y va et bien sûr qu'on va y arriver, quoi. Tu sais, on entend souvent parler du mindset, genre si t'as le bon mindset, bien sûr que tu vas y arriver, il n'y a aucun problème, tu vois. Est-ce que t'as eu des moments où tu t'es dit, purée, est-ce que je fais comme il faut, quoi? Non, tous les jours douter, tous les jours tu te remets en question. Enfin, je sais pas si c'est mon caractère qui est comme ça, mais je me remettais en question et c'est très directement lié à ton activité qui est la gestion de trésorerie et les recouvrements. C'est que, in fine, quand tu commences à scale, surtout dans un format d'agence prestation de service, bah, c'est un business d'humain. Et donc, qui dit humain, dit charge, dit temps. Et finalement, dès que tu as un petit trou dans la raquette au niveau de ta gestion de trésorerie, au niveau de tes impayés, au niveau de tes décalages de paiement sur ton BFR, eh ben, ça te met direct dedans au niveau de ta trésorerie et de concrètement le bénéfice que tu génères chaque mois. Et donc, j'ai toujours eu cette problématique, je pense, sur les 4 années de Numadeo, de gestion de trésorerie, où la trésorerie stagnait finalement. C'est-à-dire que quand on faisait 50 000 euros par mois, ben, peut-être on stagnait à 30 000 euros de trésorerie tout le temps dans le compte en banque et on encaissait et ça repartait. Donc ça repartait. Parce que je payais tout le temps les équipes en premier. Et nous, en tant que fondateurs, on se payait, on se payait même pas, je crois, la première année. Juste, on vivait sur la boîte, mais on se payait pas. Et le plus gros salaire que je sortais en tant que fondateur, c'était 2500 euros par mois. Donc, ça n'a jamais été des sommes astronomiques. Je me suis versé une fois des dividendes et on a sorti, je crois, 40 000 euros de dividendes au total, divisé sur tous les associés. Donc, ce n'est pas des sommes énormes. Et ça, c'est la conséquence directe de la mauvaise gestion de trésorerie et de peut-être un manque de maturité aussi business sur la gestion du business au global, sur les équipes, sur ce que tu dois payer, entrées, charges, etc. Donc, c'était de l'apprentissage. Mais du coup, comme tu dis, pour répondre à ta question, toujours des doutes par rapport à ça parce que finalement, tu reviens à la base de mon why qui était je fais ça pour l'argent. Et finalement, je m'enrichis pas vraiment en faisant cette activité au quotidien. Il y a plusieurs fois où je me rappelle, quand je vivais à Dubaï, justement, moi j'ai vécu du coup 1 an à Dubaï sur cette période-là, 2021-2022, où je notais dans le carnet un peu les doutes, les questions que je me posais. Et je me disais, mais en fait, j'ai l'impression de ramer, quoi, d'être toujours au même point, de bosser, mais de pas sortir de rentabilité. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire ça? Alors que quand j'étais freelance, je faisais 10, 13 000 euros par mois tout seul, ça rentrait dans ma poche et voilà. Et ça, je l'ai vraiment eu tout au long de ma carrière, entre guillemets, entrepreneuriale. Je me souviens même des fois avec Alec, hein, on allait marcher et je lui disais, mais ça sert à quoi en fait que je fasse tout ça? Parce que voilà quoi. Et alors, ça servait à quoi? Bah, Tu vois, a posteriori, je dirais que c'est une grosse leçon et des gros apprentissages entrepreneuriaux. Et du coup, ça me permet de faire une auto-analyse de moi-même en me disant que je prenais beaucoup trop de temps à prendre des décisions. Peut-être par justement manque de certitude sur quel sera le résultat de la décision que je prends. Ok, maintenant je clean cut Numadeo, je me focus sur autre chose. Bah ouais, mais du coup je suis dans une zone de confort quand même. Je rentre 30, 40, 50 000 euros par mois. Ça paye mon loyer, ça paye. On peut voyager, on kiffe. On n'était pas non plus en mode on se restreint. On vivait sur la boîte, on kiffait. Donc voilà, je pense que c'était ouais, j'aime beaucoup cette variable de manque de maturité entrepreneuriale et dans une zone de confort. Donc chill quoi. Si on fait de la croissance, on grandit, pas de rentabilité mais on fait plus de chiffre d'affaires, tranquille, on verra quoi. On verra où ça nous mène. Ok. Quand justement, où ça nous mène au final, ces problèmes de trésorerie, malheureusement, en fait, là où c'est intéressant dans ce que tu partages, c'est que c'est un problème, la trésor, qui était là depuis le début. Mhm. Et pour autant,
conscient qu'il y avait peut-être un sujet autour de ça. En tout cas, je rame, c'est pas normal. Quand est-ce que ça va changer, etc. Et pour autant, ça a continué à se développer, à chercher du client, à faire plus de chiffre d'affaires avec une rentabilité qui finalement n'augmentait finalement pas tant que ça. Et des tensions de trésor qui se sont finalement aggravées avec le temps. Donc, tu vois, c'est important de le débriefer un petit peu parce que souvent, il y a des signaux faibles, tu vois, qu'on va voir apparaître. Et c'est là, moi, où souvent j'attire l'attention des dirigeants sur la proportion notamment de chiffre d'affaires versus argent dehors, par exemple. C'est un exemple, il n'y a pas que celui-là, parce qu'il y a la trésorerie, c'est l'addition de rentabilité plus paiement des factures par les clients, forcément, parce que t'as beau être super rentable, si les clients ne payent pas, t'as pas de trésor. Ouais. Et t'as beau avoir des clients qui te payent en temps et en heure, si t'es pas rentable, t'as pas de trésor. Donc c'est vraiment l'addition des deux qui est importante. Et donc un indicateur tu vois, qui est intéressant, c'est de se dire mon chiffre d'affaires augmente, mais si ma proportion en pourcentage d'impayés augmente, tu vois, c'est pas bon signe. Donc, est-ce que ça augmente, est-ce que ça n'augmente pas? Et ça, c'est quelque chose, je pense, j'ai jamais vu une boîte qui fait du conseil en gestion ou quoi attirer l'attention sur cet indicateur, tu vois. Est-ce que si tu l'avais eu, par exemple, si tu l'avais regardé cet indicateur, de se dire est-ce que j'ai de l'argent dehors et est-ce qu'il augmente en proportion par rapport à mon chiffre d'affaires, ça aurait pu t'alerter ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui t'aurait pas forcément… Bien sûr, j'étais conscient de cette problématique de trésorerie et de BFR, mais c'était, comme tu le disais, des petits montants, c'était proportionnel par rapport au chiffre d'affaires. Donc, c'était des décalages de 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros. Et j'avais pas du tout cette gestion, je sais pas si c'est comptable ou quoi, mais de me dire, OK, en fait, on était rentable sur la vente. OK, on vendait, je sais pas, 5 000 euros en accompagnement. Ça nous coûte 2 000 euros de le livrer. On a 3 000 euros de bénéfices. Mais ce qui nous mettait dedans, c'était surtout les décalages de paiement. Mois après mois, on n'était pas assez strict sur ces éléments-là. L'over-deliver pour compenser une insatisfaction client. Donc finalement, tu augmentes tes charges pour satisfaire le client et rattraper son insatisfaction. Cette insatisfaction client-là, elle est aussi liée à deux variables. La première variable, c'est la vente au départ qui est décorrélée de la livraison. Donc des promesses qui sont surpromises par rapport aux résultats réels qu'on obtient. Et la deuxième, c'est la mauvaise foi des clients. Et nous, on était dans une industrie, notre typologie de clients a quand même un penchant de très mauvaise foi. Du coup, ça nous avantageait pas non plus dans notre quotidien. Je dirais qu'au niveau de la répartition, on était sur du 50-50 overall sur ces deux variables-là, même si sur la partie insatisfaction client, tu as la partie où il y avait une vente qui était exagérée, où ça, 100% notre faute. Et il y a une partie où le client arrive toujours avec des expectations qui sont là, même si tu lui vends ça. Et du coup, il y a un décalage, etc. Et on compensait ça aussi avec de l'over-delivery. On était toujours un peu de bonne foi dans tout ça. Et c'est peut-être aussi pour ça que trop gentil, ça aussi. En fait, c'est un ensemble de choses. C'est pas une seule variable qui a bien sûr. découlé de la conclusion. OK, on faisait pas de rentabilité. C'est plein de petites variables cumulées. Parce que si on voulait générer de la renta, on le faisait. Sauf qu'on voyageait plus, on kiffait plus, etc. C'était aussi, on kiffait le process en même temps. Oui, bien sûr. Donc, je sais pas si t'étais arrivé en 2022 et que tu nous aurais donné tous ces conseils-là, si ça aurait changé quelque chose. Parce que finalement, Alec et Amine avaient aussi ce recul-là et nous donnaient des bons conseils par rapport à ça. Mais on était dans le quotidien et on vivait le truc à fond, quoi. Et quand est-ce que du coup tu t'as réalisé qu'en fait ça allait quand même commencer à devenir vraiment compliqué, tu vois? À un moment, quand est-ce Il y a que eu tu as un eu cette déclic, prise ouais. de conscience en se disant ça va pas pouvoir continuer? J'ai eu plusieurs déclics au long du parcours, comme ce que je te disais là juste avant sur Dubaï, mais un autre déclic, ça a été en 2023 où j'avais mon logiciel de gestion de factures Sellsy à l'époque et où je vois qu'on dépasse les 6 chiffres d'impayés, donc plus de 100 000 euros dehors à ce moment-là. Donc je dis que c'est quand même chaud, ça fait beaucoup, c'est pas normal. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à mettre en place des actions par rapport aux clients qui étaient de mauvaise foi. Et donc c'est là où on a actionné des actions sur les réseaux sociaux Ouais, pour justement, afficher ça fait- publiquement, justement sans en floutant les personnes, mais tu peux les reconnaître en disant que voilà, ces personnes, ça fait 6 mois qu'ils nous mentent et qu'ils nous doivent de l'argent.
Et donc, c'est là où on a eu un énorme buzz et énormément de soutien aussi de la part de beaucoup de prestataires, agences qui sont dans les mêmes situations, Mm. qui sont pas payés. Et donc, je dirais pas que ça a permis de débloquer des choses par rapport à ses clients parce que finalement, ils étaient de mauvaise foi et voilà quoi. Mais au moins, ça a mis un petit coup dans le marché et dans les gens un peu dans l'écosystème. Et nous, ça nous permettait aussi de réfléchir différemment notre trésor. On a reçu des bons conseils aussi de maintenant 100% upfront, 100% en début de mois, être beaucoup plus strict, verrouillé au niveau de chaque mois. Si au bout de X jours, tu reçois pas l'argent, ben, tu coupes les prestations. Mais in fine, tu as aussi la relation humaine que tu as avec ton client. Donc, ça se passe bien, machin. Il a un peu de décalage, tu veux pas non plus le forcer. Tu as une bonne relation. Des contrats 4 voire 5 chiffres par mois. Donc, des fois, ça déborde quand même au niveau Mm. des délais de paiement par gentillesse. Donc, voilà. Ok. Et quand tu te rends compte là, que tu as 100 000 euros d'impayés, euh, donc vous faites cette action au niveau un peu le balance ton mauvais client ou balance ton Voilà, client, quoi. Mais exactement. tu sais qu'il y a des initiatives en ligne comme ça, Mhm. notamment sur LinkedIn, de personnes qui essayent de lancer ce mouvement un peu comme le MeToo, balance ton port. Ouais. Là, c'est C'est ce qu'on avait fait sur LinkedIn et balance ton Twitter. client, Ouais. quoi. Mm. Bon. Ça reste assez risqué, je trouve, en termes de stratégie, parce que tu as toute la partie. Enfin, un impayé, c'est jamais blanc ou noir. Moi, je le vois Mhm. toujours. Et quand tu as un client qui paye pas, il peut aussi avoir ses raisons, Ouais. notamment s'il y a de la déception, s'il y a de la promesse non tenue, parce que la vente, il y a eu un décalage entre les deux. Tu vois, ils peuvent avoir des raisons Toujours une potentiellement interprétation qui est différente. Ouais. d'interprétation, tu vois, qui font que, voilà. C'est pas forcément une méthode qui est. Que je plébiscite, mais pour autant, quand on se retrouve à mais comment je peux faire pour aller essayer de récupérer cet argent, Mm. on peut comprendre qu'effectivement, on en passe par là, parce que ça peut aussi marcher. Et il y a d'ailleurs des sociétés de recouvrement qui menacent Mhm. d'afficher les mauvais payeurs sur des avis Google ou sur des choses comme ça, hein. C'est des choses Ok. c'est des pratiques qui existent. Bon. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois que tu as 100 000 euros dehors? Qu'est-ce que tu ressens quand un client paye pas? Bah, de la frustration, forcément, parce que toi, dans tous les cas, tu dois payer tes équipes. Moi, j'ai toujours payé rubis sur ongles toutes les équipes qui ont bossé chez moi, et je le fais encore. Donc, c'est une question d'éthique, et donc, moi, cette valeur d'injustice, elle est très forte en moi, et donc, forcément, tu as de la frustration, de la rage, de la haine par rapport à ça. Et finalement, celui qui paye, in fine, c'est le fondateur ou la personne qui a l'entreprise. Donc, c'est toi qui éponges ces dettes-là par la rentabilité de tes autres clients, ce qui fait que tu restes à l'équilibre Complètement. finalement. Donc, donc forcément, ouais, c'est frustrant, tout simplement. Frustrant, énervant, Mhm. c'est clair. Et qu'est-ce que, du coup, tu as mis en place? Donc, on a vu que tu avais cette méthode-là que vous avez mis en place, d'essayer de relance, enfin, d'afficher, on va dire, des mauvais payeurs. Les paiements 100% d'avance. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as mis en place pour essayer justement de ne plus avoir ces problématiques de paiement? Alors, tu as sur les nouveaux clients et sur les clients qui étaient déjà en place, qui avaient de Mhm. l'arriéré. Est-ce que tu as mis, par exemple, des scénarios de relance? Est-ce que tu as formé des gens en interne pour pouvoir faire la relance? Est-ce que tu as fait appel à des prestataires externes? Qu'est-ce que tu as trouvé comme solution et qu'est-ce que tu as mis en place pour essayer Ouais. Ouais, non, d'apurer on un peu et puis avait. de stopper l'hémorragie parce que les impayés, il y Non, a ce en qui plus, existe et puis faut pas en faire des nouveaux, quoi. 100%, C'est 100%, et on n'était pas du tout mal armé ou inconscient par rapport à ce sujet-là. Au contraire, on avait mis en place plein de process et plein d'éléments pour contrer ça. D'ailleurs, je salue Cassandra, qui était notre assistante administrative pendant 2 3 ans, qui gérait ça avec nous. Et donc, on avait des scénarios, on faisait le point déjà toutes les semaines. Toutes les semaines, on avait un point hebdo admin sur toutes les factures pour voir ce qu'il était possible de faire, qui était le mieux placé pour relancer, pour avoir augmenté ton taux de réussite de paiement, entre guillemets. Du coup, on avait des process déjà sur le CRM Salesy. Ensuite, on avait des flows d'emails de relance automatique à J+3, J+7, machin. Ensuite, on avait relance téléphonique plus WhatsApp de l'assistante. Puis, quand on voyait qu'il y avait 2 3 semaines sans rien, c'est là où nous, les fondateurs, on essayait de convaincre le client et comprendre pourquoi. Voilà, c'était quotidien, hein, c'était tous les mois, c'était comme ça.
Ensuite, on avait des systèmes de prélèvement classiques, go cardless, donc pas via carte bancaire, mais via vraiment prélèvement Mhm. SEPA. Donc, ce qui te rallonge tes délais de paiement parce que, en fait, tu prélèves le 10, tu reçois le paiement sur ton compte le 25. Donc, tu as C'est 15 jours instantané. déjà par rapport à ça qui sont écoulés et qui te décalent ta trésor. Donc, moi, ce que j'avais, c'est qu'aussi les paiements de mes prestats, c'était à 1 J plus 45. Donc, du coup, j'avais 45 jours pour Ouais, tu les les as payer. décalés du coup, tu as Voilà, fait les pour payer au début. justement Ouais. éponger ce décalage-là. Donc, on a mis en place ces méthodes-là. Et après, mais ça, c'était vraiment la toute fin. Sur la dernière année, fait appel à un cabinet de recouvrement. Quand il y avait vraiment, au bout de 2, 3 mois, plus de réponses, plus de son d'image, ben, on envoyait à un cabinet de recouvrement. On se disait, ben, c'est perdu et tant mieux si s'ils arrivent à récupérer. Sinon, tant pis. Et pourquoi vous l'avez pas mis en place avant? Pas pris le temps de le faire. Ok. Pas eu la maturité de le faire. Et le cabinet qu'on avait pris au début, il n'y avait pas de résultat. Enfin, en fait, j'avais l'info de mon ancien associé, donc pas Alexandre, un autre qui était avec nous, qu'on n'avait pas de résultat. Sauf que quand j'ai fermé la société et que cet ancien associé était plus dans la société, j'ai eu en direct le cabinet de recouvrement. Et c'est là où j'ai eu les réels feedbacks qui me disaient, ben, en fait, les clients se sentaient arnaqués, entre guillemets, par rapport au décalage de la vente et de la livraison. Je n'avais pas conscience de ça parce que mon ancien associé était le sales de la boîte, entre Hmm. guillemets. Ouais, Pour la après, faire courte. ouais, mais après, tu as fait une vidéo YouTube où tu Oui. expliques vraiment les raisons qui ont mené finalement à la faillite et Mhm. pourquoi, enfin, qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui est hyper intéressant dans cette vidéo, c'est qu'on voit qu'il y avait un vrai sujet, un problème, à la fois sur le côté rentabilité business model, entre guillemets, tu expliques qu'il y avait beaucoup de one-shot, Mhm. que du coup, il fallait toujours remettre de la force commerciale, de la force marketing, etc., pour aller chercher des nouveaux clients, parce qu'une fois que la presta était finie, elle était finie, donc il n'y avait pas forcément de prestations dans la durée ou avec de la récurrence, etc. Donc ça, c'était un premier renseignement qui était Ouais. intéressant en regardant ta vidéo. Et la deuxième chose, c'était ce côté, en fait, il y avait un problème au niveau de la promesse Yes. qui était faite au moment de la vente et le delivery, quoi, vraiment la Mhm. prod qui faisait que finalement les clients s'attendaient à autre chose, Ouais. donc étaient déçus et donc finalement Général potentiellement bien pour ces payé. raisons-là ne payaient Mhm. pas. Exact. Ça c'est hyper intéressant parce que tu vois dans les relances de factures notamment, il y a une des questions premières qui doit intervenir mais tout de suite en fait au bout de quelques jours de retard. Pourquoi c'est pas payé, tu vois? Et Mhm. bien sûr, il y a des gens qui sont de mauvaise foi. Ça fait partie Mhm. du lot, tu l'as dit, hein. Mais au milieu, il y en a aussi qui, pour de vrai, ont une bonne raison Mhm. de ne pas payer. Et pour moi, le recouvrement, tu vois, ça reste presque le meilleur service qualité de l'entreprise. Parce que Mhm. quand tu commences à venir dérouler le pourquoi, soit tu te rends compte que tu as des failles dans ton contrat qui font que bah, Mhm. tu laisses des choses se faire alors que ça ne devrait pas, il n'y a pas de clause de suspension, tu sais pas comment les utiliser, elles sont pas appliquées, etc. Donc soit dans le contrat, soit dans le process. Et aussi au niveau de la qualité de ce qu'on délivre, est-ce que tout le monde est bien aligné? Est-ce qu'on a le bon message? Parce que la satisfaction et l'expérience client, c'est vraiment ça qui est le meilleur rempart contre les Mhm. impayés. Parce qu'un client qui est content et qui vit une bonne expérience, sauf mauvaise foi, Mhm. normalement, il paye. Et normalement, les clients de mauvaise foi, tu peux presque les déceler aussi au niveau de la cible. Tu sais, Ouais. quand tu vas faire ton call. On a fait un épisode bah, juste avant avec Geoffrey Dulac, notamment, qui fait de la prospection. Il nous explique que dès les premières minutes d'échange avec un prospect, Mhm. tu dois avoir ce lien de confiance, tu vois, qui va s'installer et tu as des red flags tout de suite, potentiellement, tu Ok. vois, qui sont déjà la première prévention d'un impayé, c'est avec qui est-ce que je contracte. Mhm. Et tu vois, ça, c'est vraiment des choses dans le process où tu viens faire dans la dentelle, presque au niveau de la posture, du discours et tout ça, qui sont intéressantes et que potentiellement on peut déceler si on analyse avec finesse effectivement le pourquoi c'est impayé. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et quand j'avais entendu effectivement ta vidéo, je me suis dit, mais pourquoi vous n'avez pas creusé avant, tu vois? Parce que moi, je suis à une nostalgie, je suis trop en colère, tu vois? Je me dis, mais Bah ça, ouais. l'agence devrait toujours exister et tout. Bah, c'est ouais, abus de confiance. Voilà quoi. Mais- J'explique tout dans la vidéo si vous voulez. Ouais, je sais, je l'avais. Parce Ouais, qu'elle ouais. est Vraiment, j'en vraiment. vois parce qu'elle est très, très Mm. intéressante à écouter. Qu'est-ce que tu as eu d'autre comme. Donc, ça, on l'a bien compris, la trésorerie, c'était vraiment un challenge qui était important. Qu'est-ce que tu as eu d'autre comme challenge à relever dans cette croissance? Et tu vois, je pense que les deux sont liés au niveau de la délégation, peut-être. Mhm. Tu vois, se dire, est-ce que au niveau de qualité, de la Ouais. qualité, c'était quoi
peut-être 2 gros challenges autres que celui de la trésorerie en période de croissance qui ont fragilisé potentiellement aussi l'entreprise? Ouais, ben, tu as toujours un enjeu de recrutement, donc trouver les bonnes personnes avec qui collaborer pour avoir un niveau de delivery qui est au même niveau que ce que toi tu peux délivrer toi-même, surtout dans un écosystème de prestation de services où tu passes de freelance à agence, entre guillemets, ou même de consulting, etc., ou même d'artisanat finalement. Du coup, c'est très compliqué de trouver les bonnes personnes. Au départ, on avait un gros enjeu, nous, sur la partie monteur vidéo, parce qu'on avait énormément de volume de vidéos à traiter pour les vidéos verticales, les vidéos horizontales, etc. On est monté au top à plus de 30 monteurs en interne qui bossaient, qui avaient des missions. Et donc, avoir un niveau de qualité similaire sur tous les monteurs, c'est très difficile. Ce qui fait qu'on a créé notre école de montage, finalement. Donc, on formait les gens à monter des vidéos. Donc, on a monétisé aussi cette compétence-là. En parallèle, c'était pas du tout lié à Numadeo, c'était une autre boîte. Et du coup, ça nous permet d'avoir un vivier de monteurs vidéo toujours à disponibilité qui ont été formés selon les codes Numadeo et qu'on peut faire venir monter en compétences et proposer des missions après chez nous en interne. Donc ça, c'était une façon long-termiste de parer cette problématique-là sur le marché de monteurs vidéo qualitatifs à des prix abordables pour rester rentable. Voilà, c'est du management au quotidien parce que tu as toujours un turnover, tu as toujours des gens qui viennent, qui repartent, qui viennent, qui repartent. Donc ça, c'était un réel enjeu au quotidien. Ensuite, sur la partie stratégie, vraiment marketing, social media, très peu de personnes sont vraiment aiguisées par rapport à ça pour avoir des bons résultats. Donc pareil, c'est essayer de faire monter en compétence les community managers, les consultants que tu vas recruter par rapport à ta méthodologie et comment tu vois le marketing pour qu'ils puissent ne serait-ce toucher à un même niveau de delivery. Et ça, tu peux le faire par étapes. Donc dans un premier temps, tu as toujours l'onboarding de ton talent et tu lui donnes un maximum de ressources pour monter en compétence. Mais surtout, il faut que tu sois derrière lui pour lui faire de la review. Donc là, c'est ton temps aussi personnel de te dire, OK, chaque semaine, je vais passer tant d'heures pour faire du feedback, faire de la review sur des stratégies qu'il a posées pour nos clients, sur l'onboarding des nouveaux clients, etc., etc. Des bons consultants, des bons community managers, ça coûte cher. Donc pareil, il y avait une réflexion entre mettre le prix pour avoir du bon delivery et faire monter en compétence aussi des profils pour rester aussi rentable. Donc c'est un peu un jeu d'équilibriste là-dessus pour continuer à grandir, continuer à onboarder plus de clients, faire plus de chiffre d'affaires, mais aussi te back-up au niveau de tes équipes parce que, comme je l'ai dit, c'est un business d'humain, ce genre de business. Donc ce que je peux conseiller, c'est vraiment process en béton. Mettez votre cerveau dans un Notion, tout ce que vous faites au quotidien quand vous livrez vous-même vos clients et qui sont satisfaits, comment vous avez fait, comment vous avez réfléchi, quelles étapes par lesquelles vous êtes passé. Et comme si vous expliquez ça à un enfant de 5 ans, en fait, pour que ce soit hyper clair dans les personnes qui onboard. Et après, review, et virer rapidement. C'est-à-dire, si au bout de 2-3 semaines, ça ne fit pas, ça bouge et vaut mieux virer rapidement et tester un gros volume de profils. Moi, c'est une strat aussi que je faisais, c'est je mettais les profils en compétition. Même mission, même delivery, même si je payais les 4 profils, je sais qu'à la fin, j'aurais le top performer. Et ça m'aurait coûté beaucoup moins cher que de tester une personne pendant un mois, puis une autre personne pendant un mois, puis une autre personne pendant un mois. Donc, ça coûte plus cher sur du court terme, mais c'est beaucoup plus rentable sur du long terme. Donc, voilà les genres de stratégies que je mettais en place pour contrer la complexité de recrutement. Donc ça, c'était un réel enjeu. Et après, on t'as toujours un enjeu d'acquisition client, générer plus de clients. Mais ça, c'était plutôt bien managé, j'ai envie de dire. On avait plusieurs canaux d'acquisition, de la prospection mail froide, de la création de contenu sur les réseaux sociaux, le bouche à oreille qui fonctionnait très bien. Et c'est vraiment à la 4e année uniquement qu'on a développé les publicités. Donc, on a mis en place des tunnels d'acquisition via de la VSL, etc. Donc, on a fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an sans pub, quoi, juste avec de la prospection et du bouche à oreille. Voilà ce que je trouve comme point compliqué. Oui, c'est hyper intéressant parce que ce qu'on comprend aussi quand on t'écoute, c'est qu'il y a le côté acquisition client qui au final posait pas spécialement de problème. En tout cas, après, il a fallu l'amplifier pour continuer à soutenir la croissance, etc. Mais
de base, et j'ai envie de dire pour une agence marketing, On était une agence c'est social media personal branding. ouais, à la base, ouais, De voilà, base, ouais. ouais. Mais donc du coup, cette partie-là était plutôt bien maîtrisée. Partie sales, après, il y a eu des histoires c'est survendu par rapport à la prod, etc. Mais on voit que l'acquisition client, ça va pas trop mal. Après, il y a l'enjeu de trouver les bonnes personnes, recruter, former, où au final, il y a de la méthode là-dessus. On arrive à trouver comment faire pour pallier ce problème-là, mais ça prend beaucoup de temps, beaucoup Oui. d'énergie. Et on voit que plus on avance ensuite dans le process, plus finalement, une fois que le client l'a signé, normalement, tout devrait bien se passer. Il devrait payer, ça devrait encaisser, il devrait pas y avoir de problème. Et Et que surtout finalement, il n'y a pas que, de pour point de rebondir vigilance. sur Ouais. ça, c'est que moi, de mon côté, j'avais pas la vision sales, j'avais que la vision management équipe. Et par rapport au cahier des charges qu'on avait défini sur les différentes offres, tout était nickel sur mes équipes. Et c'était tout le temps en mode les feedbacks, ils sont pas assez bons, les clients sont pas contents. Je remettais en question mes propres équipes, alors que pour moi c'était ok. Et du coup, je changeais mes équipes, alors qu'en fait le problématique Alors que le problème n'était pas c'était là, pas en là, c'était fait. à l'entrée du tunnel le problématique. Ouais. Donc ouais, c'était frustrant et j'avais de l'incompréhension à ce moment-là, mais quand tu remontes dans le temps et que tu comprends du coup où était le réel problème, tu comprends pas. Complètement. Mais c'est tellement précieux ce que tu partages parce que, tu vois, notamment quand tu as des associés, parce que quand tu as des associés aussi, tu as des répartitions de responsabilités. Tu vois, Mhm, chacun est responsable d'un pôle. Donc, t'oses espérer que la personne qui fait le job sur son pôle le fait comme il faut et que du coup, elle est elle-même autocritique et qu'elle sera mhm, elle-même en capacité de pouvoir identifier où sont les problèmes. Or, en tant que dirigeant, parce que c'était toi le dirigeant de la mhm, boîte, en fait, finalement, quand bien même les responsabilités sont partagées, il faut quand même avoir du coup cette vision d'ensemble, se dire, contrôle, OK, ouais. moi, sur mon secteur de responsabilité, sur le morceau qui est le mien, a priori, ça fonctionne, remise en question, évidemment. Mais pour autant, il y a peut-être d'autres pans sur lesquels, attends, il y a un truc qui est pas logique. Et Mhm, où est ce truc pas logique? Et c'est ça qui est hyper dur, je trouve, quand on est chef d'entreprise, qu'on commence à structurer, à déléguer. C'est on va aller faire confiance aux personnes à qui on délègue et d'avoir après le niveau, où est-ce qu'on situe le niveau de contrôle, parce que tu dis, bah, mhm, il faut déléguer, mais du coup, si je suis derrière eux tout le temps, enfin, il faut de la confiance aussi. Il faut arriver à lâcher du lest, il faut arriver à, tu vois, lâcher un peu du contrôle. mhm. Et en même temps, garder suffisamment de contrôle pour arriver à identifier là où sont les vraies problématiques suffisamment tôt pour pouvoir réagir à temps. Enfin, Ouais, c'est hyper complexe en fait, tu vois, 100%. comme sujet. Et on se rend compte qu'au final, plus tu avances dans la chaîne de production, plus derrière après, on se rend compte qu'il y a un problème après avec la trésor, où il y a une réalité économique qui nous rattrape Mhm, en disant, mais attends, là, il n'y a pas de cash, comment on va faire? Il y a de la tension. Et c'est parce qu'on se rend compte de ça que finalement, on remonte le fil qu'on se dit, ah, attends, il y a un problème là, il y a un problème là que je n'avais pas vu et malheureusement, souvent, c'est trop tard, tu vois. Et chez vous, ça a été trop tard. mhm, Et c'est dommage. Et donc, ton témoignage est vraiment super parce que c'est une situation qu'on voit dans énormément d'entreprises en croissance où on vient soigner l'offre, on vient soigner le discours, on vient soigner le commercial, on vient soigner la prod et sans forcément avoir les bons indicateurs aux bons endroits mhm. pour essayer de déceler suffisamment tôt les problèmes et on fait pas suffisamment attention aux signaux faibles parce qu'en fait, on est pris dans Ouais, c'est ça. t'es pris dans le quotidien en fait. C'est Exact. que du coup, c'est hyper difficile de s'en rendre compte. Quand tu t'es rendu compte que ça allait être terminé, qu'est-ce que tu as ressenti, toi? Parce qu'à un moment, tu dis, bah là, on va arrêter. De toute façon, voilà, ok, Ouais. tu peux plus payer. Voilà, bref, on sait ce que c'est une défaillance d'entreprise, c'est tendu. Déjà, qu'est-ce qui t'a fait basculer? Parce que tu aurais pu réduire la voilure de partout et continuer. Mhm. Euh, Comment tu t'es senti à ce moment-là? Comment tu as pris cette décision finalement de se dire on arrête? Ouais, j'avoue que du coup là, on fait un saut dans le temps par rapport à la timeline quand on a Ouais, expliqué tout ça. Donc on est du coup en 2025, donc janvier 2025, c'est là où je me rends compte des défaillances par rapport à mon ex-associé. Et je me rends compte de tout ça et où on est en short cash parce que on avait 7 salariés plus une trentaine, quarantaine de freelance qui étaient sur les projets en run. ça fait du monde à payer. Donc ouais, il y avait déjà tu as 30K de salaire plus 20 30K de free. Donc 60K minimum tous les mois à sortir. Mhm. Et donc tu fais les mathématiques et tu te dis là ça va être chaud. Il y a un moins quelque part. Donc bref, sans rentrer dans les détails de ce qui s'est passé qui n'ont pas du tout aidé à la situation. Du coup, il faut trouver des solutions en tant que chef d'entreprise. Donc j'ai repris le sales de mon côté. J'ai relancé tout le côté marketing et les sales. Et bizarrement, tous les profils que j'ai onboardés de janvier à avril ben, sont tous super contents. Alors certes, le taux de conversion était plus bas, parce que forcément les promesses étaient réalistes, et c'est ce qu'on délivrait.
Mais tous les clients étaient très 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 contents et j'ai eu 0 insatisfaction client et impayé sur les profils que j'ai closés de mon côté. Donc voilà, mais forcément, j'étais staffé pour la Champions League et je suis retombé en national. Donc forcément, tu dois faire des choix. Au niveau des CDI, les CDI, c'est difficile de se séparer d'un CDI du jour au lendemain. Ça coûte de l'argent, argent que tu n'as pas. Donc, il fallait faire des choix et j'ai de la chance dans mon malheur, c'est que j'ai été directement transparent avec tout le monde sur la situation. Il s'est passé ça, voilà ce qui s'est sur toute la situation overall. Donc, ils ont été compréhensifs par rapport aux décisions que j'ai prises derrière. Et ils ont vu que j'étais même moi dans l'urgence et dans le quotidien de trouver des solutions et que je donnais tout pour ça. Du coup, ça s'est fait naturellement petit à petit. Si j'avais vraiment voulu, je pense que j'aurais pu redresser en donnant 6 mois de plus, en étant flat pendant 6 mois, en continuant à ne pas me payer, en étant hyper minimaliste sur toutes les dépenses. Ça aurait peut-être pu redresser tranquillement. Mais la façon la plus simple, c'était de clean cut, de tout shut down et recommencer de zéro. Donc moi, j'ai pris la décision de ne pas relancer une agence et de pas pour l'instant. Mais du coup, qu'est-ce que je ressentais à ce moment-là? J'avoue que j'étais tellement dans l'urgence du quotidien, dans une situation qui était complètement nouvelle, avec un stress qui était tellement élevé, que j'ai un peu un blackout sur comment j'ai vécu tout ça. C'était vraiment tous les jours, t'apprends des nouvelles dingueries, trouver des solutions. Donc, et surtout dans une situation juridique et de stress que tu ne connais pas, et donc t'es en crainte en fait de qu'est-ce qui peut se passer concrètement par rapport à tout ça. C'est difficile de mettre des mots sans expliquer concrètement ce qui s'est passé. Mais du coup voilà. Ouais, du stress en tout cas. Et donc ouais, énormément de pression. J'ai plus appris en 4 mois qu'en 4 ans d'entrepreneuriat. Et donc, moi, j'ai pris la décision de payer tout le monde, payer toutes les dettes, malgré la faillite, entre guillemets. Donc, j'ai fermé la boîte, donc c'était une LTD au UK. Mais j'ai pris toutes les dettes sur ma boîte en perso que j'ai en Estonie. Bravo. Alors que j'aurais pu juste dire, on a fait faillite, ciao, désolé, je peux pas payer les factures. Mais de nouveau, peut-être trop gentil. Mais éthiquement droit, du coup, j'ai pris toutes les factures en perso. J'ai payé tous les salariés, j'ai payé toutes les primes de départ ou je sais pas quoi, enfin tout ça parce que du coup j'ai réussi à négocier avec tout le monde des ruptures conventionnelles et pareil pour les freelances avec des délais de paiement. Voilà, j'ai pu régler. Je suis encore en train d'ailleurs de régler Ce que j'allais certaines te factures. demander, si tu es toujours en train de payer parce que Exact, c'est un billet quand même. exact. Et je remercie tous les freelances qui m'ont fait confiance parce que voilà, ça prend un peu de temps, mais ils ont leur virement. On peut comprendre que ça prenne du temps et c'est tout à ton honneur au final de l'avoir fait parce Ouais, je le fais que pas pour tout le monde l'honneur, ne je le le fait fais pas vraiment et pour eux, quoi, parce qu'ils ont bien m'ont sûr. fait confiance, ils ont passé 2, 3, 4 ans pour certains avec nous, à nos côtés. Ils ont fait le travail, ils ont livré, donc c'est normal de Crois-moi, payer, tout le quoi. monde ne fait pas ça. Ouais, Je peux je sais te- pas, j'ai été bien éduqué par mes parents, je peut-être. peux t'assurer on voit pas ça partout et je pense que ça reste vraiment une exception. Donc vraiment, j'insiste, c'est tout à ton honneur. Bravo pour ça. Est-ce que dans cette période, donc on entend qu'il y a vraiment eu beaucoup de stress, d'apprentissage, de je découvre des dingueries tous les jours. Enfin, en fait, tu passes un peu en mode survie, mine de rien. Quand tu Ah fais un oui, non, mais blackout, c'est 100%. que juste tu passes en mode machine de guerre. De toute façon, il faut Mm. trouver des solutions. Est-ce que tu t'es senti seule? Est-ce que tu étais entourée? Est-ce que tu t'es senti jugée? Juger, je sais pas si c'est juger, mais c'est forcément, t'as le truc en mode, c'est un échec, quoi. Donc, j'ai raté cette expérience entrepreneuriale. Après, j'ai la chance d'être super rationnel et pas du tout émotionnel. Donc, je prenais les choses comme elles étaient et j'essayais déjà, mon ex-associé, par exemple, j'ai fait le deuil en une semaine. Je fais, OK, il est effacé, tu vois. Next, ouais. Next. Mais c'est plus par rapport aux gens qui m'ont fait confiance, tu vois. Ils ont signé des CDI, on leur a vendu une vision. Ils sont 100% avec nous. C'est des CDI, c'est vraiment différent que des freelances. Et donc, c'est de les décevoir par rapport au fait que t'as pas été à la hauteur par rapport à la vision que tu as mis en place et par rapport à tout ça. Donc, ouais, je pense que c'est ça le plus triste, en fait, finalement. C'est d'avoir fait perdre du temps à des gens qui t'ont fait confiance dans leur projet professionnel. Tu penses que tu leur as fait perdre du temps? Je sais pas. Ils ont peut-être eux aussi eu des déclics, des prises de C'est conscience, intéressant etc. d'avoir leur Mais retour, tu vois, parce qu'au final, ils ont forcément appris aussi. ils ont forcément appris. J'en ai certains avec qui je vois, ils se sont relancés et tout, c'est cool. Ils sont même lancés des projets entrepreneuriaux de leur côté.
Donc voilà, c'est peut-être un mal pour un bien, mais in fine, c'est quand même une situation qu'ils ont subie Oui. de par ma faute, parce que c'est moi le responsable, c'est moi le dirigeant. Donc ouais, c'est forcément ça te remet les idées en place. Ouais, c'est une situation, comme dit, de grosse pression parce que c'est surtout pour les autres. Et je suis beaucoup tourné pour les autres. Moi, je m'en fous que les gens me jugent. J'en ai rien à foutre, mais c'est plus pour par rapport aux obligations que tu as envers les autres. Ouais, je comprends. T'as appris quoi sur toi à travers cette expérience? Sur Sur toi-même, moi, sur ta capacité à gérer une entreprise, sur la manière de faire? ouais, je sais pas trop. Résilience peut-être. Donc essayer de trouver des solutions, trouver de l'argent rapidement pour en étant éthique. J'ai jamais levé de l'argent, donc j'ai jamais fait dans. Si j'ai un pote qui m'a dépanné, je crois 20-30 k que j'ai remboursé le mois d'après. Non, c'est pas une levée de fonds. Ouais. Mais du coup, c'est un pote que je côtoie encore aujourd'hui, qui travaille avec nous sur entrepreneurs.com et tout. Mais ouais, j'avais pas d'autre choix et j'évitais le plus possible de devoir lever des fonds ou m'endetter auprès de quelqu'un pour régler ça. Mais du coup, ça c'est bien fait parce que le mois d'après, j'ai pu rembourser ça. Mais qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Je pense résilience. Je pense que je me ménageais beaucoup trop. C'est-à-dire que j'étais dans ma zone de confort pendant 2-3 ans et juste je me mentais à moi-même par rapport à la relation que j'avais aussi avec mon ancien associé. Tu disais les signaux faibles. J'en parle justement dans ma vidéo. Énormément de signaux faibles, même peut-être forts, qui m'étaient envoyés par Alec, Amine et tout ce que je voyais au quotidien. Ce que j'allais demander aussi, parce que tu avais d'autres associés. Donc, Ouais. en plus, on a vu des commentaires. Moi, je connais la qualité de ce qui est délivré chez entrepreneurs.com pour avoir été cliente là-bas, pour les suivre. Je sais la qualité de ce qui est délivré là-bas, le niveau d'exigence qu'il y a. Et donc, j'ai vu forcément des commentaires sur tes vidéos sur LinkedIn de bah attends, t'es associé avec Alec Henry. Pourquoi t'es genre, pas millionnaire? non, bah déjà d'une, pourquoi t'es millionnaire? Comment t'as pu faire faillite? Et Ouais, genre, ça veut dire qu'il est nul et qu'il il a pas été capable de t'aider ouais, pour faire un raccourci sur les c'est ça. commentaires qui ont été faits, Tellement mais où c'était si c'était simple. globalement le sens des commentaires Qui a un qu'il avait produit pu dire. capital, ah, millionnaire, Ouais, incroyable. voilà. Et donc, du coup, tu vois, le rôle d'un associé comme Ouais. Alec Henry, par exemple, là-dedans, et donc, tu vois, ce que tu dis, il t'avait peut-être aussi alerté. Ah ouais, non, Et en même temps, c'est mais toi qui es aux commandes quand même et en décision, tu vois. Donc, 100%, 100%, bah c'est, comme dit, la zone de confort, le fait que tu continues à faire de la croissance sur le chiffre d'affaires, que la personne avec qui j'étais associé, ben, ça fait 10 ans que je la connais, qui était amie en perso avant, très très bonne amie en perso avant. C'est moi qui l'ai introduit dans le business, c'est moi qui l'ai formé, c'est moi qui lui ai tout présenté. tu peux pas Euh, t'être autant trompé. Tu vois, voilà, dans le t'as investi côté, tellement de ouais. temps et t'as passé tellement de moments, de machin, que la confiance, elle doit être là, quoi. Et donc, ouais, c'est me voiler la face par rapport à ça, me mentir à moi-même, et pas avoir le courage. En fait, c'est un manque de courage de prendre ses responsabilités par rapport à ça en tant que chef d'entreprise et entrepreneur. Donc, je pense que c'est ça. Ça m'a beaucoup appris là-dessus. Ouais. Je ne peux que compatir. Je sais ce que c'est de savoir, de se rendre compte a posteriori qu'une situation qui est la situation dans laquelle on peut être à l'instant T est la conséquence directe d'un manque de courage à un Mhm. moment passé, quoi. 100%. C'est-à-dire si à cet instant-là, j'avais pris mes responsabilités, que j'avais eu le courage qu'il fallait pour régler cette situation-là, aujourd'hui, je n'en serais pas là. Mhm. Ça, c'est dur à accepter et Ouais, à conscientiser, à accepter, et puis après, à avoir suffisamment peut-être aussi de bienveillance, entre guillemets, envers soi-même et d'indulgence, entre guillemets, envers mhm. soi-même, en se disant qu'on fait avec les ressources dont on dispose, les ressources internes, enfin, tu vois, émotionnelles et tout ce que tu veux autour de Mhm. ça, au-delà des compétences, tu vois, c'est aussi après, humainement, est-ce que je suis capable de le faire ou pas, tu vois. Mhm. C'est 100%. pas si facile, Ouais, ouais. finalement. Tu vois, Non, mais ça, clairement. c'est plein de choses dont on parle pas forcément beaucoup dans le milieu de l'entrepreneuriat, mais il n'y a pas que les compétences et le fait d'être bien entouré. Il y a aussi la capacité à soi-même pouvoir prendre les décisions au bon moment avec tout ce que ça implique en termes émotionnels chez la Mhm. personne, tu vois. Exact. C'est pas si évident. Ouais. Pas si évident. Si la plus grande leçon que tu tires de tout ça, ça serait quoi? La number one, tu vois. Est-ce que ça pourrait être ça, par exemple, de se dire Et réagir suffisamment vite quand on voit des choses, mais c'est peut-être pas ça, ça peut être plein de choses. c'est une phrase que Anthony Bourbon a dit dans un podcast, bah, je la vois tout le temps parce c'est dans un des extraits des teasers qu'on utilise chez entrepreneurs.com, c'est vous devez faire beaucoup confiance en vous-même, mais pas vraiment aux autres. Donc je dirais que c'est ça, c'est vraiment avoir plus confiance en moi-même, en ma capacité à gérer, manager
et m'écouter finalement, écouter son soi profond par rapport aux signaux faibles que tu disais et s'y fier et pas être aveuglé par les signaux extérieurs qui peuvent altérer un peu ton jugement sur ça. Je comprends. Et elle est bien cette citation. Ouais. Je le suis beaucoup. Enfin, non, après, je le suis beaucoup. Je vois ce qui passe surtout sur LinkedIn autour d'entrepreneur.com et Anthony Bourbon, je le vois un petit peu à travers différents podcasts ou quoi. J'aime bien cette approche et je pense que c'est très vrai. Puis plus tu vas te faire confiance, plus finalement tu vas inspirer confiance Ouais. aussi, tu vois. C'est un cercle vertueux, Non, mais mais clairement, c'est pas si simple, hein. Puis c'est l'expérience qui renforce la confiance, mine de rien aussi, tu vois. 100%. Donc, si là tu devais recommencer, par exemple, Mhm. soit recommencer la même boîte, soit recommencer un projet, qu'est-ce que tu ferais différemment? Ou qu'est-ce que tu conseillerais à un entrepreneur qui se lance là, qui viendrait te voir, voilà, j'ai un projet, je veux lancer soit le même business ou un autre. Mhm. Qu'est-ce que tu lui dirais et qu'est-ce que toi tu ferais potentiellement? Je vais partir, si moi je devais relancer un nouveau projet, en tout cas c'est du coup extrêmement basé par rapport à mon expérience et ce que j'ai vécu. Déjà, plus d'associés, Ça c'est fait. plus de salariés en CDI, et uniquement cash flow based, c'est-à-dire rentabilité number one KPI, combien je génère de rentabilité nette dans ma poche chaque mois. Et c'est le seul KPI que je regarde, c'est pour m'enrichir professionnellement et personnellement. Et donc, ça signifie avec le moins d'humains possible, le plus automatisé possible, avec tous les outils qu'on a aujourd'hui d'intelligence artificielle, euh, et avec le potentiel de satisfaction client le plus élevé. Donc, ouais, je dirais ça. C'est vraiment un business basé sur le moins d'humains possible et que je peux run limite en solopreneur ou avec quelques freelances à droite à gauche. Mais voilà, Et marge, ultra marge, rentable. marge. Voilà, Ultra rentable. Et ultra rentable. voilà, exact. Même si tu fais moins de chiffre d'affaires, genre mon mois record en chiffre d'affaires, c'était 180 000, je crois. Je préfère faire 20K net sur 25K de chiffre d'affaires que 180K à 180K de charge. Je suis d'accord. Donc, Non, mais c'est bon pour l'ego, hein, de faire ouais. 180 000 euros de chiffre d'affaires. Mais si derrière, tu n'es pas capable de pouvoir te sortir une rémunération convenable ou être serein Mm, sur tout ce qu'il y a à payer, enfin, où est l'intérêt finalement? mm, Faut vraiment s'interroger. Après, sauf à avoir une vision très long-termiste avec de la cession d'entreprise ou quoi, mais ouais, quand bien même tu veux céder, la valeur de ta boîte, elle sera sur la rentabilité, quoi qu'il arrive. Donc, ouais, c'est vraiment le nerf de la guerre, 100%. quoi qu'il arrive. Et la trésor, l'oxygène aussi. On l'a vu notamment Mm, dans le Covid. Alors toi, tu t'es lancé pendant le Covid, donc tu l'as pas vécu cette période en étant déjà entrepreneur. Mais il y a énormément de boîtes qui ont vécu le Covid, des boîtes qui tournaient bien et qui ont tenu grâce à leur trésor. Et toutes celles qui mhm. étaient un peu just en trésor, elles n'avaient pas les 6 mois d'avance pour tenir en fait. Donc c'est vrai que c'est l'oxygène, quoi. Clairement, Ah ouais, non, mais c'est de quelque ouf. chose qui est hyper important. Écoute, on a fait un petit peu le tour des différents sujets que je voulais aborder avec toi. Vraiment, merci pour ta transparence, Un plaisir, parce toujours. que c'est des sujets qui sont pas faciles, franchement. Monter comme tu es monté, affronter tous ces différentes difficultés, se planter, en Mhm. parler ouvertement, etc., c'est rare. C'est des témoignages qui sont rares. Donc, merci. Ah, si ça peut aider à Ouais, des merci profils. beaucoup. J'aurais aimé avoir ce genre de vidéo il y a 2 3 ans, mais Ouais. je sais pas si je l'aurais écouté, mais Partage-la. Partage-la, ouais. c'est important, tu vois, pour résumer vraiment, moi j'attirais vraiment l'attention des personnes qui nous écoutent sur ces fameux signaux faibles. Un signal faible, c'est un signal et il faut absolument l'écouter. S'écouter soi parce qu'en tant que dirigeant d'entreprise, en fait, ce qu'on entend à travers ton parcours, c'est qu'on vit tellement de trucs, Mhm. mais c'est énorme en fait. C'est un moment aussi des fois de faire pause. Je l'ai fait il y a pas longtemps cet exercice. Je me fais pause et je me suis dit, ok, regarde les 10 ans en arrière, tu vois, tout ce que tu as Mhm. appris en 10 ans d'entrepreneuriat. En fait, c'est énorme. Ouais. Et on prend jamais le temps de le faire, en fait, tu vois. Mhm. Donc déjà, un moment de conscientiser les apprentissages, conscientiser qu'en fait, on sait beaucoup de choses et que toutes ces connaissances, ces compétences qu'on a développées, c'est ce qui vient nourrir notre intuition. Et les signaux faibles qu'on voit, c'est notre intuition qui parle. Mhm. Et en fait, cette intuition, il faut absolument l'écouter, la développer, parce que c'est ça qui derrière va faire que, attends, là, il y a un truc qui est pas normal. S'il y a un truc où vous dites c'est pas normal, c'est pas normal. Ouais. Donc si c'est pas normal, allez chercher pourquoi c'est pas normal.
Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et après, effectivement, avoir ce courage, s'entourer, je pense que c'est important aussi. Mhm. S'entourer Personne saine. ouais, de personnes saines, de personnes compétentes. Parce qu'après, il n'y a pas non plus que le fait de bien s'entendre avec les gens que ça fit humainement. Il faut des personnes compétentes sur leur sujet. Et si on sait que ben, à tel endroit, j'ai pas les bonnes compétences, à tel endroit, j'ai pas les bonnes compétences, se faire accompagner, se former pour que ce signal faible qu'on se dit c'est pas normal, on comprenne pourquoi c'est pas normal et qu'on puisse du coup prendre les bonnes actions pour venir sécuriser ces endroits-là. Tu vois, c'est vraiment parce que ce qui trinque à la fin, au bout du bout, de toute façon, c'est la trésorerie, quoi qu'il arrive. Ouais, Non, mais c'est exactement. là-dessus Cash à un in moment. bank. Mais le problème, c'est que quand tu commences à avoir les tensions, c'est souvent trop tard, tu vois. Et quand on Mhm. dit que les entreprises, nous, ils viennent nous voir souvent trop tard pour un impayé. On va avoir un épisode avec une avocate qui est spécialisée dans la prévention des difficultés des entreprises. Et c'est ce qu'elle dit. Elle dit les gens viennent nous voir trop tard. Mhm. On peut plus redresser, c'est trop tard. Alors qu'ils le savaient. Ouais. Ils le savaient qu'il y avait des trucs, tu vois. Et donc, c'est de s'écouter. Et donc, ton témoignage est hyper riche par rapport à ça parce qu'on voit en retraçant le parcours, et c'est toujours facile de le dire une fois que c'est passé. Ah, mais à cet endroit-là, t'aurais dû, à Ah cet bah oui. endroit-là, t'aurais dû. Bah, bien Ouais, non sûr, mais mais c'est trop facile. quand t'es dedans, Quand t'es dedans, c'est hyper ouais. difficile, justement. Donc là, l'idée de ce podcast, tu vois, c'est d'éveiller les consciences là-dessus. Donc, je pense que ton témoignage va permettre, peut-être, sur une personne qui nous écoute, de dire, OK, j'ouvre les yeux et je regarde la vérité en face, même si ça fait mal. Mais c'est peut-être ce qui va sauver la boîte. Donc, Ouais, bah avec si ça aura plaisir. On n'a servi à pas pu ça. rentrer dans les détails sur chaque point, mais si vous avez des questions, vous pouvez Non, bien sûr. me Et puis, contacter il avec y a la plaisir. vidéo que tu as fait. Vraiment, moi, l'idée, c'est pas de Ouais. refaire un repost, enfin, comment dire, une rediffusion de ta vidéo, tu vois, Mhm. c'est de la paraphraser parce que tu as donné énormément d'infos là-dedans. J'invite tout le monde à la regarder. D'ailleurs, elle est riche d'enseignements. Merci d'ailleurs de l'avoir fait parce que je trouve que, Ouais, j'ai mis 2 mois à la préparer, mais du ouais, coup, c'était bien j'imagine. structuré, c'était Ouais, bien. ouais. Ouais. Ouais, on voit tes notes sur, Ouais. sur ordi en même temps. Et on voit il y a du boulot derrière aussi d'apprentissage, de Mhm. synthétiser aussi les différents Je enseignements. dis Donc, c'est important parce que c'est, je pense, l'histoire la plus forte de ma life, ouais, sur le côté pro en tout cas. ouais. Donc il fallait que Faut que ça serve. je publie quoi. Ouais, Enfin, faut que ça serve. ouais, C'est ça. exactement. Non, mais on est dans une époque en plus où on a beaucoup de partage d'expérience et c'est aussi ça qui fait avancer, je trouve. Donc, Mm. c'est vraiment chouette que des entrepreneurs comme toi le partagent. Donc, merci. On te retrouve maintenant chez entrepreneurs.com. Exact. Voilà, on va faire la pub de minutes Si vous aussi. voyez des pubs, c'est ma faute. Si vous voyez Voilà. Alec toute la journée, c'est ma faute. Voilà. Non, mais le marketing est top. Je crois que tu progresses beaucoup là-bas aussi. Tu apprends plein de choses. Ouais, de ouf. C'est Pareil, il y a cool. eu un épisode du déclic, un petit clin d'œil au passage, où tu es interrogé sur tes fonctions là-bas maintenant. Hyper intéressant aussi. Mhm. Donc, on peut te retrouver là-bas. On peut retrouver entrepreneur.com sur tous les réseaux sociaux, le podcast de Déclic, la page Alec Henry. Donc, on envoie les auditeurs dessus. Je suis une ambassadrice, hein, clairement. Donc, j'en parle ouvertement sans aucun problème. Trop cool. Je trouve que c'est génial ce que vous faites avec ce mouvement. C'est vraiment chouette. Et voilà, écoute, je te remercie vraiment beaucoup. Nous, on peut retrouver le podcast En Business Soyons Cash sur YouTube, sur toutes les plateformes d'écoute et également sur LinkedIn. Donc, à toutes les Abonnez-vous. personnes, voilà, toutes les personnes qui regardent, abonnez-vous, faites-nous des retours, likez, commentez, partagez et faites-nous des retours surtout sur les épisodes. Est-ce que ça vous a apporté? Je pense que celui-ci était vraiment full valeur. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'étais ravie vraiment d'avoir cet échange avec toi, Cédric. Merci Plaisir partagé. et à Merci à très toi pour les bientôt. questions pertinentes. Je t'en À prie. bientôt. Merci, à bientôt.